Ça fait désormais 48 chapitres que Luffy est monté sur le toit d'Onigashima, et 38 que lui et Kaido ont officiellement commencé leur duel. 38 chapitres de tension, de peur, d'admiration, mais aussi et parfois quelques sentiments de longueur. J'imagine que je ne suis pas le seul à penser ça, mais le combat entre les deux protagonistes commence à devenir de plus en plus long et répétitif sans pour autant en voir la fin. Évidemment, et contrairement au reste du manga, les enjeux sont tels que les affrontements ne peuvent que se conclure sur la durée. Kaido est un empereur et Luffy n'a jamais affronté un adversaire aussi fort que lui. La durée du combat est donc justifiée par la puissance et la difficulté que représente le roi des bêtes. Mais si on avait bel et bien ce sentiment de difficulté au début du combat, en voyant Luffy perdre et se faire avoir à cause de ses faiblesses et de son manque de puissance, l'apparition de son Gear 5 lui a donné toutes les cartes qui lui manquaient pour enfin conclure ce combat, se retrouvant à faire jeu égal avec le Yonko. Mais le problème est différent, puisque même en faisant jeu égal avec Kaido, le combat ne peut définitivement pas se terminer en quelques coups. Les deux pirates vont se battre jusqu'à épuisement, et le vainqueur sera très certainement celui qui découvrira le One Piece. Mais là, ça fait clairement 5 chapitres qui se terminent exactement de la même façon, sans que ça n'ait de réel impact sur la suite du combat. Mais j'ai l'intime conviction que ce chapitre est enfin le dernier avant le coup final. Malgré la répétition, le choc que ce chapitre propose n'a jamais été si grand. C'est pour ça que je vous propose de revenir sur tout ce qu'il s'est passé lors de ce chapitre 1048. Le chapitre s'ouvre directement après les événements du précédent. On voit toujours Luffy et son énorme poing prêt à frapper Kaido. Momonosuke, quant à lui, cherche toujours à déplacer Onigashima en repensant aux mots que sa mère lui a confiés avant son voyage dans le futur. Avec la volonté de réussir, l'héritier de Wano tente le tout pour le tout en donnant des coups pour faire déplacer l'île. J'ai l'impression que Momonosuke commence à prendre confiance en lui. D'habitude, il a besoin d'un chapitre ou deux pour commencer à agir, mais cette fois-ci, il n'a besoin de penser qu'à la honte qu'il pourrait ressentir s'il ne faisait rien. Si jamais il n'y parvient pas, Oden, Toki et toutes les personnes qui se sont battues pour le protéger seraient morts pour rien. Donc la moindre des choses n'est pas forcément de réussir ou de gagner, mais au moins de ne pas s'effondrer face à la difficulté, et tout donner tant qu'il reste un espoir aussi faible soit-il. De son côté, et pour contrer l'attaque de Luffy, Kaido se crée un manteau de flammes faisant fondre tout ce qui s'approche de lui. Le Yonko n'a jamais semblé aussi imbattable, ce qui me fait dire que le coup final se rapproche à grands pas. Mais si l'attaque du capitaine des Mugiwara atteint sa cible, il n'est pas impossible qu'il n'en ressorte pas indemne. Heureusement, il n'a rien oublié des enseignements que Yogoro lui a donnés lorsqu'il était à Udon, et peut ainsi le frapper sans le toucher directement. Le roi des bêtes ne va évidemment pas se laisser faire, et lui lance une attaque aussi puissante que celle de son adversaire. Elle est cool cette forme de Kaido, mais je ne sais pas vraiment quoi en penser. Au début, je pensais que c'était l'éveil de son fruit du démon, mais en fait, plus j'y pense et plus je me dis que c'est simplement une technique normale où il se sert juste des flammes qu'il crée pour se faire une sorte d'armure de feu. Parce que souvenez-vous, on connaît l'origine de ses pouvoirs, et ce ne sont pas ceux du dragon, mais bien ceux du poisson, modèle dragon azur. Je pense donc que l'éveil de ce fruit est justement de pouvoir se transformer en dragon, et que Kaido a pu l'éveiller il y a de cela bien longtemps. Évidemment, ce ne sont que des suppositions, mais je trouverais ça bizarre que son éveil soit simplement de se cracher du feu dessus. On retourne maintenant à l'intérieur du château. L'eau que Jinbei et Reizo ont envoyée pour stopper l'incendie a surpris Usopp et Hamlet qui transportaient les corps inanimés de Kinemon et Kiku, toujours aux portes de la mort. De leur côté, les samouraïs continuent d'encourager Luffy pour qu'il batte Kaido afin d'assurer le futur de leur pays, au prix de leur vie. Comme on l'a vu dans le dernier chapitre, faire tomber Kaido reviendrait à faire s'écraser Onigashima, avec tous ceux qui sont présents sur l'île. Par contre, si c'est Luffy qui perd son combat, les samouraïs sortiront en vie, mais seront forcés à travailler en tant qu'esclaves pour le Yonko jusqu'à la fin de leur vie. L'enfer qu'ils ont vécu ces 20 dernières années ne peut tout simplement pas se reproduire. S'ils ont pris les armes pour se battre au péril de leur vie, c'est bien pour délivrer le pays et ses habitants de l'emprise d'Orochi et de Kaido. C'est alors qu'un flashback vient appuyer et renforcer l'espoir que les samouraïs ont pour leur cause. En effet, on a de nouveau un flashback montrant la fuite des fourreaux rouges lors de la mort d'Oden 20 ans auparavant. Ici, rien de nouveau, on voit le déclin du pays qui tombe totalement sous l'emprise des deux tyrans, célébrant leur victoire face au clan Kozuki. Cependant, même si Orochi avait la confirmation que Toki était bel et bien morte, que Momonosuke avait été laissé dans les flammes du château de son père par Kaido, et que tout semblait perdu, c'est en fait tout l'inverse qui s'est produit.
L'enfer que Wano connaît depuis tout ce temps n'était en réalité que temporaire, sans savoir que dans l'ombre, une contre-attaque se préparait. D'ailleurs, aucun des habitants du pays de l'harmonie n'a perdu espoir, puisque malgré la situation de l'île, la faim, la soif, la fatigue et l'absence totale de liberté, chacune des personnes victimes de ce malheur a toujours cru en un reversement de situation. Bien qu'il n'ait pas le droit de le partager publiquement au risque de sanctions, personne n'a jamais cédé aux idées d'Orochi et de Kaido. C'est exactement ce que cherche à nous montrer Oda au travers de ces lanternes qui rejoignent le ciel. Le raid d'Onigashima s'est organisé dans l'ombre la plus totale, et pas un seul des habitants de Wano ne possédant pas un croissant de lune sur la cheville gauche n'est au courant de ce qu'il se passe. Donc à ce jour, alors que Luffy se bat contre un empereur à quelques pas du pays, les habitants de Wano n'ont pas conscience de ce qu'il se passe, profitant simplement du seul jour qu'ils ont dans l'année pour exprimer tout l'espoir qu'ils doivent mettre de côté le reste du temps. Wano est un arc qui dure depuis très longtemps. Pourtant, malgré le dépaysement total par rapport au reste du monde et les derniers chapitres qui s'éternisent un peu, je n'ai jamais ressenti la moindre longueur en lisant cet arc. L'objectif qui nous suit depuis Punk Hazard m'a toujours tenu en haleine jusqu'à aujourd'hui et ne m'a jamais lassé. D'ailleurs, il n'est pas impossible que je fasse une vidéo pour parler de ses qualités et de ses défauts une fois l'arc bel et bien terminé. Pour le moment, ce flashback montre l'objectif initial de Luffy et des Fourreaux Rouges qui était de venger Oden et délivrer les habitants du pays. La tyrannie de Kaido et Orochi est remise au centre du combat, montrant justement qu'elle arrive à son terme. Le flashback se conclut d'ailleurs sur un retour au présent avec le shogun aux portes de la mort qui se fait couper sa dernière tête par Denjiro. Cette fois-ci, c'en est bel et bien fini du clan Kurozumi. S'il revenait sans cesse, c'était certainement grâce à son fruit du démon qui lui offrait autant de vie qu'il avait de tête. Cette fois-ci, il semble donc bel et bien mort et il y a peu de chances qu'il revienne à nouveau. Par contre, je suis un peu déçu de cette scène. En fait, j'aurais largement préféré que ce soit Iori qui en finisse avec lui. Tout comme Momonosuke, c'est une héritière du clan Kozuki, et sa place dans cette bataille aurait dû être aussi importante que celle de son frère. Certes, Denjiro a été au service de ce shogun pendant près de 20 ans, mais quand on y pense, ça a aussi été le cas pour la fille d'Oden. Pendant presque 20 ans, elle aussi a joué un rôle à ses côtés malgré la haine qu'elle éprouve pour lui. Et puis, au-delà de la symbolique derrière tout ça, j'aurais aimé qu'une femme dans One Piece puisse s'exprimer réellement sans avoir besoin d'un homme plus fort et plus puissant pour lui venir en aide. On sait qu'après la mort d'Oden, Iori a passé toute sa vie avec Kawamatsu puis Denjiro. Donc tant qu'on y est, pourquoi ne pas avoir instauré un petit flashback rapide, la montrant, elle, demandant au samouraï de lui enseigner les bases de l'épée, pour pouvoir être utile en combat en cas de besoin par exemple, mais surtout pour pouvoir justement justifier ce dernier coup de sabre qu'elle aurait pu donner elle-même avec le Ame no Habakiri de son père. Certes, Iori n'est pas une combattante, cependant, et comme son frère, elle est directement touchée par la situation du pays. Elle encore plus, puisqu'elle a vécu l'enfer tout le temps où les autres n'étaient pas là. J'aurais aimé, malgré ses lacunes, qu'elle montre une véritable volonté de se battre, et simplement affirmer qu'elle est la fille d'un samouraï n'est pas suffisant pour montrer ce courage et cette volonté de vaincre qu'elle a forcément en elle. De son côté, Denjiro aurait pu avoir son propre combat, à la manière d'un Reizo, ou alors il aurait pu être aux côtés de Kinemon et Kiku par exemple. Je pense qu'il y avait plein d'autres manières de le faire briller, sans pour autant avoir à décrédibiliser Iori. Aujourd'hui et malheureusement, il y a trop peu de femmes mises en avant dans One Piece. Juste pour l'exemple, est-ce que vous vous souveniez que Smoothie était présente sur Wano avec Pero Spero? C'est dommage qu'elle n'ait pas participé à la bataille, alors qu'elle fait partie des principales forces de l'équipage de Big Mom. Mais que ce soit sur Whole Cake ou sur Wano, elle n'a malheureusement servi à rien. C'est un exemple, mais elle n'est pas la seule à ne pas avoir la mise en avant qu'elle mérite. Des femmes puissantes dans One Piece, il y en a énormément. Malheureusement, elles sont pour la plupart très sous-estimées parce que Oda ne les laisse pas s'exprimer. Carotte est censée être une mousquetaire, elle a été entraînée pour se battre, c'est une combattante née, et elle est censée être une véritable guerrière, prête à se battre dans n'importe quelle situation. Résultat des comptes, elle s'est faite 2v1 par Pero Spero dans un combat qu'on n'a même pas eu l'occasion de voir. Bref, je vais pas m'éterniser dessus, je ferai très certainement une vidéo dans les semaines qui viennent parce que je trouve que c'est un sujet vraiment important et intéressant. Et pour conclure, je pense que le prochain chapitre sera le dernier avant que Luffy ne puisse mettre son coup final. Kaido va enfin tomber et les Mugiwara vont pouvoir repartir en direction du One Piece, une fois Wano remis entre les mains de Momonosuke.
N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu, et à me dire bien sûr en commentaire ce que vous avez pensé du chapitre. Quant à moi, je fais toujours une vidéo tous les jeudis à 18 h, et quelquefois j'essaye de faire des reviews comme celle-ci, donc je vous dis à la semaine prochaine.